Regarde donc une feuille d'aluminium ordinaire. L'un de ses côtés est toujours brillant et l'autre est mat. Lorsqu'on fabrique le papier d'aluminium, on l'aplatit avec des rouleaux. Le papier d'aluminium est si fin que les rouleaux le déchirent. Pour éviter cela, la feuille est pliée et 2 couches sont roulées à la fois. Ainsi, les côtés qui étaient face au rouleau sont brillants et ceux qui étaient au milieu, l'un face à l'autre, sont ternes. Ces petits poils de caoutchouc sur les pneus de voiture ou de vélo qui semblent avoir une fonction cachée n'ont pas vraiment d'utilité. Ils apparaissent pendant le processus de production des pneus. On mélange du caoutchouc avec du noir de carbone et on place le tout dans un moule à pneus. Ensuite, on l'étale sur toute la surface sous une pression d'air élevée. Pour faire un bon pneu, le caoutchouc doit couvrir complètement la surface. Mais il y a un problème. Des bulles d'air peuvent se former entre le moule et le caoutchouc. Pour s'assurer que cela n'arrive pas et que l'air supplémentaire s'échappe, le moule du pneu a des petits trous partout. Un peu de caoutchouc y pénètre et une fois que le pneu est prêt, le caoutchouc qui entre dans ces trous se transforme en petits poils. Personne ne se soucie de les enlever car cela prendrait plus de temps et d'efforts. Et ces poils ne sont pas un problème. Les petits points noirs qui s'estompent sur les pare-brises des voitures ne sont pas là juste pour faire joli. On les appelle des frites et elles rendent la surface du verre plus rugueuse pour que l'adhésif puisse mieux coller le verre au châssis de la voiture. De plus, les mailles noires bloquent les rayons UV du soleil qui peuvent faire fondre l'adhésif sous les bandes autour de la fenêtre. Le problème, c'est que la bande noire chauffe plus vite que le verre transparent. Alors, les minuscules points de dissolution aident à répartir uniformément la température. Lorsque tu passes du temps dans l'eau à nager ou à te baigner, tes doigts et tes orteils deviennent tout fripés. La peau a 3 couches. D'abord, le tissu sous-cutané, ensuite le derme, contient les vaisseaux sanguins et les nerfs, et enfin, la couche supérieure est l'épiderme, qui protège les autres couches et s'assure que l'eau ne s'évapore pas du corps. L'épiderme lui-même est composé de 4 couches et la toute première d'entre elles, la couche cornée, est-ce que tu vois quand tu regardes ta peau? Elle contient des cellules de kératine mortes qui sont constamment éliminées. Cette couche protège ton corps de l'environnement. Si tu exposes tes doigts ou tes orteils à l'eau pendant une longue période, ces cellules mortes absorbent l'eau et la peau gonfle. Comme elle est attachée au tissu, les rides apparaissent pour compenser l'augmentation de la surface de la couche supérieure. Cela n'arrive pas au reste de ton corps car les orteils et les doigts ont la couche la plus épaisse de ces cellules de kératine, puisque ce sont les parties du corps les plus exposées aux dommages. Essaye de parler avec ta voix normale quand tu pleures et tu échoueras probablement. Ta voix change considérablement et même quelqu'un qui ne peut pas te voir peut savoir que quelque chose ne va pas. Il se trouve que les larmes provoquent des changements dans le conduit vocal, ce qui crée de nombreux problèmes vocaux qu'il est presque impossible de masquer. Tu ressens une tension dans ta mâchoire, ton larynx se soulève et tu obtiens une voix plus aiguë. Tes cordes vocales gonflent et elles ne peuvent pas fonctionner correctement pour le moment. Les sinus gonflent aussi et tu obtiens alors un son nasal. Tu aimes écouter l'océan dans les coquillages? Désolé de te gâcher ce plaisir, mais ce n'est pas le bruit de l'océan. La forme du coquillage amplifie tous les bruits qui t'entourent et tu les entends plus distinctement puisqu'ils sont concentrés en un seul endroit. L'air qui entre dans le coquillage rebondit sur ses surfaces intérieures et résonne à l'intérieur. L'effet sonore dépend de la forme et de la taille du coquillage. S'il est grand, l'air rebondit plus longtemps et la tonalité est plus grave qu'avec un coquillage plus petit. Les écrans verts sont couramment utilisés dans la réalisation de films et de vidéos pour les effets visuels. L'explication la plus simple du choix de cette teinte verte est amusante et simple, parce que les gens ne sont pas verts. Les cinéastes ont besoin d'une couleur qui n'est utilisée nulle part dans le plan afin que tout ce qui est vert soit caché. Des couleurs comme l'orange, le jaune ou le rouge et leurs nuances ne fonctionneraient pas car elles sont similaires à la couleur de la peau des gens. Le vert et le bleu sont les couleurs que le teint de la peau ou la couleur des cheveux des gens ne contiennent pas naturellement. C'est pourquoi on les choisit surtout pour ces écrans. Le vert est plus courant car, étant plus lumineux, il est plus facile à travailler. Il a besoin de moins d'éclairage qu'un écran bleu. Lorsqu'on utilise un écran vert, les personnes présentes dans le plan ne peuvent pas porter du vert si elles doivent être visibles. Si l'une d'entre elles porte quelque chose de vert, cette partie sera simplement transparente. Les personnes qui doivent être invisibles pour certains effets portent du vert et l'équipe de post-production peut ajouter des séquences choisies au-dessus de leur image. La plupart des tableaux noirs des salles de classe, malgré leur nom, sont verts. À l'époque, les élèves du XVIIIe siècle utilisaient de petits tableaux individuels en classe pour écrire au lieu des cahiers que nous avons aujourd'hui. Ces tableaux étaient faits d'ardoise ou de bois et ils étaient bel et bien noirs. Plus tard, les enseignants ont aussi commencé à utiliser des tableaux, mais de plus grande taille et on les a appelés tableaux noirs. Le matériau n'était pas pratique,
Alors, dans les années 60, les fabricants ont commencé à produire les tableaux différemment. Ils se sont mis à utiliser des plaques d'acier recouvertes d'émail vert. Elles étaient plus légères et moins fragiles et elles fonctionnaient parfaitement. Ce sont les tableaux que nous utilisons généralement de nos jours. La couleur a donc changé à cause des progrès de la conception, mais le nom est resté. Le nombre 13 est souvent appelé la douzaine du boulanger. Et il y a une histoire amusante derrière ce nom. À l'époque de l'Angleterre médiévale, les boulangers ont eu cette idée pour résoudre un problème. Les miches de pain avaient l'habitude d'être de tailles différentes à cause de la différence de levée de la pâte et du manque d'équipement pour peser correctement. Un client qui achetait une douzaine de pains pouvait être très insatisfait si certaines des miches qu'il recevait étaient visiblement plus petites que les autres. Pour compenser cela, les boulangers ajoutaient généralement un 13e pain supplémentaire pour que personne ne se plaigne. La lettre AM et PM, qui sont utilisées en anglais pour évoquer l'heure, sont des lettres latines. AM signifie ante meridiem, c'est-à-dire avant midi. PM signifie post meridiem, c'est-à-dire après-midi. Les lettres latines sont encore utilisées dans de nombreuses autres abréviations. Par exemple, l'unité de mesure de la livre est abréviée en LB, du latin libra pondo. Tu peux parfois trouver tes chats en train de se rafraîchir dans un évier. Ils adorent cela car la baignoire et l'évier sont généralement les endroits les plus frais de la maison. Donc s'il fait chaud à l'intérieur, de nombreux chats, surtout ceux à poils longs, préfèrent se mettre dans un environnement plus confortable. La salle de bain est aussi généralement l'endroit le plus calme où les gens ne se promènent pas tout le temps et les chats s'y sentent moins dérangés. Le lavabo peut leur servir de poste d'observation. Il est surélevé et le chat peut observer et contrôler ce qui se passe sur son territoire. Généralement, les bagues de fiançailles et les alliances sont portées sur le 4e doigt. Cette tradition vient de l'Égypte, de la Rome et de la Grèce antique. Les gens les portaient sur ce doigt car ils croyaient qu'il contenait une veine menant directement au cœur. Porter une bague sur ce doigt symbolisait que le cœur d'une personne était pris. À l'origine, on mettait l'anneau sur la main droite car les gens croyaient que la main gauche portait malheur. Certains pays ont ensuite changé pour la main gauche. Nous savons maintenant qu'il n'y a pas de veine qui mène au cœur, mais la tradition perdure. Une autre explication est encore plus symbolique. Mets tes mains ensemble de façon à ce que les mêmes doigts de chaque main se touchent, plie tes majeurs vers l'intérieur. Les pouces symbolisent tes parents, tu peux séparer tes pouces car tu quittes tes parents. Les index symbolisent tes frères et sœurs, tu peux les séparer car vous avez des vies différentes. Les auriculaires symbolisent tes enfants et ceux de ton partenaire. Tu peux aussi séparer tes auriculaires car vos enfants vont un jour partir. Les annulaires symbolisent ton partenaire et toi. Essaye de les séparer. Tu ne peux pas car les partenaires partagent leur vie ensemble. Dans la plupart des pays, les robes de mariée sont généralement blanches, mais cette tradition n'est pas aussi ancienne que tu le penses. Jusqu'au 19e siècle, les robes de mariée étaient de n'importe quelle couleur. La mariée portait simplement sa plus belle robe. En règle générale, elle n'était pas blanche car à l'époque, où il n'y avait pas d'eau courante et le blanc n'était pas une couleur pratique à nettoyer. De plus, elle était parfois associée au deuil. Les femmes de la famille royale se mariaient généralement dans des robes rouges. Mais en 1840, la reine Victoria s'est mariée dans une robe blanche. Au début, les aristocrates ont désapprouvé, mais moins d'une décennie plus tard, le blanc est devenu largement accepté car il était associé à la pureté et à l'innocence.